Bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à un moment vraiment clé dans l'histoire de Paris. Un moment où tout a basculé. La ville et même le royaume tout entier ont été plongés dans le chaos. Et tout ça à cause d'un seul acte de violence. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? On va décortiquer ça ensemble. Comment le meurtre d'un seul homme a pu mettre le feu aux poudres, déclencher une guerre civile absolument sanglante, et même livrer Paris à l'ennemi, au point de presque faire disparaître la couronne de France. Alors pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut vraiment se remettre dans l'ambiance de l'époque. On est au début du XVe siècle et c'est une période très sombre. Le royaume est littéralement au bord du gouffre, les chroniqueurs le disent eux-mêmes, et c'est une citation assez forte. L'entrée dans ce siècle, c'était la promesse d'une inexorable plongée vers les abîmes de la guerre, de la famine, de la mort. Ça donne le... Allez, première partie, on va voir que le royaume est sur le fil. Parce que bien avant le meurtre qui va servir de détonateur, la situation était déjà, disons, explosive. Voyons un peu pourquoi. Imaginez, tout en haut, au sommet du pouvoir, il n'y a personne. Ou plutôt, il y a un vide. Le roi, Charles VI, est devenu fou. Les descriptions qu'on a de lui sont terribles. On le voit errer, complètement hagard, parfois il se blesse lui-même. Il y a même des récits où il rampe par terre pour manger comme un chien. C'est terrible. Entre ces crises, il essaie de gouverner, mais bon, la plupart du temps, le royaume est comme un navire sans capitaine. Et attention, la folie du roi, ce n'est qu'un des problèmes. Le tableau est bien plus sombre. La France est en fait prise dans une sorte de crise générale. D'un côté, on a la guerre de 100 ans avec l'Angleterre qui n'en finit plus. De l'autre, l'Église elle-même est déchirée avec deux papes qui se font la guerre. Ajoutez à ça la menace de l'Empire ottoman à l'Est. Et comme si ça ne suffisait pas, à l'intérieur même du royaume, les nobles qui sont censés gérer le pays, ils en profitent pour piller les caisses de l'État. C'est le chaos. Et là, il y a un détail. Un détail qu'on trouve dans les chroniques et qui fait froid dans le dos. Il est écrit que pendant les nuits d'hiver, les loups, oui, les loups, entraient dans Paris pour dévorer les gens. C'est juste hallucinant. Ça montre à quel point l'ordre public s'était complètement effondré. Quand les bêtes sauvages viennent chasser l'homme dans la capitale, c'est qu'on a vraiment touché le fond. C'est donc dans ce décor presque apocalyptique que l'étincelle va jaillir. L'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière. On passe donc à notre deuxième partie, l'assassinat du duc. Alors, la nuit du 23 novembre 1407, tout se passe comme dans un mauvais film. Le duc Louis d'Orléans, qui est quand même le frère du roi, sort d'un dîner avec la reine. On l'appelle sous un faux prétexte, un message urgent du roi soi-disant. Il tombe dans le piège. Dans la rue Vieille du Temple, une vingtaine de types lui tombent dessus. Lui, il pense que ce sont des voleurs, alors il crie « Je suis le duc d'Orléans » pour leur faire peur. Grosse erreur. C'est exactement ce qu'il voulait savoir. Il le massacre à coups de hache, d'épée, il s'acharne sur lui et le laisse pour mort en plein Paris. Mais le plus fou, c'est ce qui se passe après. On trouve très vite le commanditaire. Et là, surprise générale, c'est son propre cousin, Jean sans peur, le puissant duc de Bourgogne. Et le pire, il ne nie même pas. Au contraire, il revendique, il dit haut et fort « Oui, c'est moi, et je l'ai fait pour le bien du royaume ». D'un coup, un meurtre sordide devient un acte politique justifié. C'est incroyable. Et là, évidemment, le royaume se fracture en deux. C'est immédiat. On a deux camps qui vont se haïr pendant des décennies. D'un côté, les Bourguignons, avec Jean sans peur à leur tête. Eux, ils sont plutôt populaires à Paris parce qu'ils promettent de baisser les impôts, ce qui plaît toujours aux marchands et au peuple. Et de l'autre côté, les Armagnacs, du nom de leur chef, le comte d'Armagnac, qui était le beau-père du duc assassiné. Eux, ils crient vengeance. Le pays est coupé en deux, prêt pour la guerre civile. Et devinez quel va être le principal champ de bataille? Paris, bien sûr. La capitale devient l'enjeu de cette guerre fratricide. Et là, la violence va atteindre les niveaux inimaginables. C'est notre troisième partie, Paris brûle. Pour prendre le contrôle de Paris, Jean sans peur, il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Il met en place une sorte de milice, 500 hommes. Et il ne choisit pas n'importe qui. Des bouchers, des écorcheurs, des chirurgiens. Bref, des gens qui ont l'habitude de manier le couteau et de voir du sang. Leur boulot, c'est simple. Semer la terreur. Il traque tous ceux qui sont suspectés d'être des Armagnacs. Une rumeur, une accusation, et hop, on vous jette dans la Seine. C'était la terreur organisée. Le problème, c'est que la situation va complètement lui échapper. Il a créé un monstre. Une faction encore plus radicale, les cabochiens, du nom de leur leader, l'écorcheur caboche, prend le pouvoir dans la rue. Ils prennent la Bastille, ils massacrent à tour de bras. C'est la terreur pure pendant des semaines. Ils vont même jusqu'à humilier le roi lui-même en le forçant à porter leur symbole, un capuchon blanc. C'est tellement violent que même les Parisiens, au bout d'un moment, en ont marre. Et pendant que les Français sont occupés à s'entretuer, qui est-ce qui regarde ça avec un grand sourire? Eh bien, leur pire ennemi, l'Angleterre. Ils observent,
Ils attendent le bon moment. Évidemment, cette guerre civile a rendu le royaume de France faible, vulnérable, une proie facile. Et c'est là que Jean sans peur va commettre le geste ultime, l'irréparable. Pour être sûr de gagner sa guerre contre les Armagnacs, il fait un pacte secret avec le roi d'Angleterre. Le deal est simple. Je vous laisse prendre la Normandie, un des plus beaux morceaux du royaume, et en échange, vous m'aidez à garder le contrôle de Paris. C'est une trahison. Il n'y a pas d'autre mot. Et à partir de là, tout s'accélère de façon folle. En 1420, on force le pauvre roi fou Charles VI à signer un traité qui, en gros, donne la France aux Anglais. C'est le traité de Troyes. Et puis, coup de théâtre. En 1422, en l'espace de 2 mois seulement, le roi d'Angleterre Henri V meurt. Et juste après, c'est Charles VI qui meurt. Résultat, la France se retrouve sans roi clair avec une succession complètement chaotique. Revenons sur ce fameux traité de Troyes, parce que c'est vraiment le point culminant du désastre. En gros, poussé par les Bourguignons, le roi de France a signé un papier qui dit que son propre fils, le dauphin Charles, est un bâtard et n'a aucun droit au trône. À la place, il marie sa fille au roi d'Angleterre et fait de lui son héritier. Juridiquement, à ce moment-là, le royaume de France indépendant n'existe plus. Il est absorbé par l'Angleterre. Alors, imaginez la situation pour l'héritier légitime, le dauphin Charles. Elle est catastrophique. Il ne contrôle plus qu'un petit bout de territoire au sud de la Loire. D'ailleurs, ses ennemis se moquent de lui en l'appelant le petit roi de Bourges. Pendant ce temps, tout le nord du pays, avec Paris, la Champagne, la Normandie, tout est contrôlé par les Anglais et leurs alliés, les Bourguignons. Mais l'histoire n'est pas encore finie. C'est souvent comme ça. Du fond du désespoir va naître une reconquête. Une reconquête longue, difficile, presque improbable. C'est la dernière partie, le retour du roi. Ça va prendre presque 20 ans. 20 longues années. Il va y avoir des combats, bien sûr, et l'intervention incroyable de Jeanne d'Arc, il va tout changer. Et puis, finalement, en 1436, ce sont les Parisiens eux-mêmes qui se retournent. Ils en ont assez des Anglais, ils se révoltent, et ils ouvrent les portes de la ville aux soldats du roi de France. Et Charles, devenu le roi Charles VII, fait un geste fort. Il pardonne à tout le monde. Une amnistie générale. Et donc, le 12 novembre 1437, 1 an et demi plus tard, le roi Charles VII fait enfin sa grande rentrée dans Paris. Et là, c'est la fête. Imaginez les cloches des églises qui sonnent à toute volée, des fleurs partout dans les rues, la foule en délire qui l'acclame. Après 30 ans de guerre et d'occupation, ça y est, Paris retrouve son roi. On se dit super, c'est une fin des contes de fées. Sauf que, il ne reste que 3 semaines. Et puis il s'en va. Un retour triomphal, et il repart presque tout de suite. Mais pourquoi ? La raison, en fait, elle n'est pas politique, elle est psychologique. Le roi est profondément traumatisé par cette ville. Pour lui, Paris, c'est la ville de l'assassinat, c'est la ville des massacres, c'est la ville qu'il a reniée quand il était jeune, qu'il a forcé à fuir. Au fond de lui, il ne lui fera plus jamais confiance. Les cicatrices sont trop profondes pour être effacées par une fête. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui va au-delà de cette histoire. Quand une capitale a été le théâtre de tant de trahisons, de tant de violences, est-ce qu'une vraie réconciliation est possible entre un roi et sa ville ? On voit bien que gagner la guerre ne suffit pas à guérir les blessures. La confiance, une fois brisée, est peut-être la chose la plus difficile à reconstruire. C'est une bataille bien plus longue que toutes les autres.